mot protéine, de protéion en grec, proéminence, apparaît en 1838 quand le chimiste hollandais Mulder définit la composition des albumines. Graduellement, on se rend compte de l'universalité de la diversité des structures protéiques, chez les animaux comme chez les végétaux. La découverte de l'ARN dans les années 60 permet de comprendre les principes de la fabrication des protéines, la synthèse protéique. Dans le noyau résident des dizaines de milliers de gènes alignés sur un long brin d'ADN. Cette molécule géante en forme de double hélice est faite de 4 petites molécules appelées nucléotides. Chaque gène correspond à des séquences particulières de ces nucléotides. En fonction des besoins, un signal, ce peut être une hormone, pénètre dans le noyau, vient se fixer sur un récepteur nucléaire. Celui-ci va lancer la copie du gène qui permet la fabrication de la protéine nécessaire. Pour cela, des micromachines s'assemblent. Elles sont capables de lire et de copier le gène sous forme d'ARN messager. La transcription terminée, l'ARN messager se détache de son support d'ADN. Il quitte le noyau en passant à travers un pore nucléaire. Dans le cytoplasme, l'ARN messager sera traduit en protéines. Et l'on se retrouve ainsi avec des milliers de protéines qui interagissent dans la cellule. Comment s'y retrouver ? Residues was between 90 and 100, minus 90 and 90. So does this apply to this as well? Yeah. Well. Un des buts, c'est de déterminer la structure de ces molécules, pour voir comment elles sont construites dans l'espace. Parce que toute fonction est liée à une structure. Il faut que le moteur soit disposé d'une certaine façon pour qu'il marche. Donc ici, on fait de la biologie structurale. Biologie ou génomique structurale, c'est une question de taille simplement. Donc on détermine la structure de ces molécules, seules ou en partenariat, ce qu'on appelle des complexes fonctionnels. Je travaille sur un complexe, une protéine et une ARNT. Donc je purifie les deux et j'essaye de cristalliser le complexe. Ma protéine s'appelle une aminoacyle ARNT synthétase. Alors en fait, elle intervient au niveau de la reconnaissance entre l'ADN et la protéine. Elle intervient à l'interface pour transcrire l'information génétique en protéines. Alors si on prend une cellule, comme ceci, elle a son noyau, et au sein du noyau, vous trouvez ce qui code l'information génétique, c'est-à-dire l'ADN. Donc cet ADN est capable de coder pour toutes les molécules qui vont composer la cellule. Cet ADN ne sort jamais de son noyau, il est protégé à l'intérieur, et pour le décodage, en fait, une partie de l'ADN correspondant à un gène est copiée, vraiment une copie conforme, en ARN. ARN. Et c'est cet ARN qui va sortir du noyau et arriver dans la cellule. Une fois que celui-ci est dans la cellule, il faut que l'information génétique contenue dans cet ARN soit transformée en protéines. Alors pour cela, il y a plusieurs molécules qui interviennent, notamment ce qu'on appelle un ARNT, ARNT à cause de sa forme, qui fait penser à un petit T. Alors cet ARN, par ce qu'on appelle son anticodon, va reconnaître spécifiquement l'information contenue au niveau de cet ARN messager. Et l'ARNT, en reconnaissant cette information, va recruter, on va dire, l'équivalent d'une perle, qui s'appelle un acide aminé. Et c'est l'association de toutes ces perles qui font les protéines. Donc pour chaque information ici, vous avez une nouvelle perle qui va être reconnue à chaque fois par un ARNT. Cet ARNT, une fois qu'il a reconnu l'information ici, il faut donc lui fixer son ARN, son acide aminé
à son extrémité. Et ça, c'est une autre protéine qui s'en charge, qui est beaucoup plus grosse. Alors, qui a un nom un peu barbare, qui s'appelle l'aminoacyl ARNT synthétase. Tout simplement, c'est la synthétase, donc celle qui fabrique l'aminoacyl ARNT, c'est-à-dire qui va fixer ce fameux acide aminé sur son ARNT. Donc cette protéine est très importante dans la vie de la cellule parce qu'elle va, reconnaître le bon ARNT qui correspond à la bonne information génétique codée par l'ARN, et dans un second temps, va permettre de fixer le bon acide aminé sur son bon ARNT pour la bonne information génétique. Donc tout ce système de reconnaissance est capital et repose en grande partie sur l'aminoacyl ARNT synthétase. Donc ça, c'est mon travail d'ailleurs. Je travaille sur une des aminoacyl ARNT synthétase de la cellule, qu'on appelle la leucyle ARNT synthétase, qui reconnaît spécifiquement une de ces nombreuses perles. Il y en a 20 dans la cellule. Et donc mon but est d'étudier le complexe, c'est-à-dire son ARNT fixé sur sa protéine, d'étudier les mécanismes de reconnaissance entre cet ARNT et cette protéine, et les mécanismes aussi de spécificité. Et j'essaye donc de cristalliser le complexe pour pouvoir avoir accès à toutes ces connaissances. Ce que je suis capable de faire à l'heure actuelle, c'est de très bien purifier ma protéine d'un côté, de très bien purifier mon ARNT d'un autre côté. Ensuite, je les mélange dans différentes proportions et j'essaye de cristalliser l'ensemble, de cristalliser le complexe. La cristallisation, c'est quelque chose de, je dirais, presque très aléatoire. Il faut trouver les conditions dans lesquelles ce complexe va cristalliser, ce qui n'est pas simple du tout. Et j'essaye de faire les choses de façon très rationnelle et très rigoureuse pour voir où je vais enfin avoir ne serait-ce qu'un tout petit cristal et ensuite pouvoir l'optimiser et le faire grossir. Parce que obtenir un cristal, c'est une chose, mais pour qu'il soit suffisamment gros pour nous donner la structure, c'est encore autre chose. Pourquoi il met toujours à 36 milliards de décimales près là? Ouais, non, mais c'est fou ça. En fait, notre cristal, on le met sur les rayons X, on le fait tourner d'un certain angle, et à chaque fois qu'on le tourne, on prend un cliché. Et c'est grâce à cette somme de clichés accumulés qu'on va pouvoir reconstruire la structure de la molécule. En fait, vous avez du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, je dirais principalement. Ceux-ci s'assemblent pour faire les acides aminés. Cet assemblage fait les protéines. Cette forme ici, c'est un acide aminé. Ensuite, il est lié à un second, qui est un petit peu plus loin. Je vais vous le montrer ici. Voici le second, qui est lié à lui. Et on peut suivre la chaîne comme ça, d'un bout à l'autre de la protéine. C'est pas très facile de se repérer. Et pour les représentations, on va tout simplement montrer sous forme ce qu'on appelle de ruban. Donc cette structure est une structure de leucyle-thérénase synthétase, donc protéine équivalente à celle sur laquelle je travaille, mais d'un autre micro-organisme. Donc chaque couleur représente une fonction au sein de la protéine. Donc ma protéine à moi, elle est coupée en deux, c'est-à-dire elle est coupée en deux au niveau de cette partie jaune. Ce modèle jaune est une protéine indépendante et les deux s'associent pour faire la fonction de la protéine entière. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier l'interface entre ce module jaune et le reste de la protéine. Mais à la base, toute protéine provient d'un processus de transcription de l'ADN par une machinerie complexe. Alors l'utilité de ces travaux qu'on fait chez nous, c'est non seulement d'essayer de comprendre comment fonctionne cette machinerie de transcription, mais aussi de l'appliquer dans les cas de dysfonctionnement. Alors soit en bloquant une machine qui devient folle, pendant qu'on construit, on essaye d'avoir des molécules qui vont bloquer le fonctionnement de certaines protéines clés et empêcher une expression, soit donc corrigeant l'effet quand ça va mal,
C'est-à-dire qu'il y a des mutations qui ont rendu un système, une protéine peu efficace. Alors, au lieu de travailler avec l'hormone habituelle, on lui en met une autre de substitution. Ça marche mieux. Donc c'est les premières étapes de la conception de médicaments. On a soit des molécules dont on sait qu'elles ont un effet et on teste comment elles se fixent, soit on peut faire des propositions de nouvelles molécules qu'on fabrique. Alors c'est des chimistes qui collaborent avec nous, qui fabriquent et qu'on teste. L'aniline est conservée, mais la méthionine est nidyleucine. D'accord. Et si tu prends une autre structure avec un ligand pile le même, donc aussi groupement naphthalique et ici, enfin tétrabutylnaphtaline. Elle pousse personne derrière. Et il y a les interactions hydrophobes, elles sont très importantes avec tous les autres cycles qui entourent là. Il y a quasiment que ça, quoi. Mais il n'y a pas de phénomène de stacking par exemple. Non. Les succès de ce laboratoire et de cet institut, ça a été la découverte de la structure des récepteurs nucléaires aux hormones. C'est très important pour les applications thérapeutiques, parce que tous ces récepteurs sont impliqués dans des pathologies. Si je prends un petit exemple, les récepteurs des stéroïdes, qui sont bien connus dans le grand public, œstrogènes, androgènes. Par exemple, si vous avez des mutations dans le récepteur des androgènes, il y a de fortes chances que vous ayez des problèmes au niveau de la prostate, qui se traduisent par un cancer de la prostate, par exemple. C'est en agissant sur ces récepteurs qu'on a trouvé des molécules qui peuvent être utilisées comme contraceptifs, par exemple. Et je pourrais aussi citer des applications en cascade. Vous voyez, ça c'est un toute petite partie des applications. Nous continuons à travailler là-dessus en collaboration avec l'industrie pharmaceutique. Alors, bière, arrête, chauffer.